Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Et place à l'innovation dans le goût d'entreprendre. Joël Sceaux de l'agence JVF et Bastien Gvillers sont avec nous. Bonjour Jean-Marc Fontaine. Bonjour Doris. Référent éthique pour le goût d'entreprendre. Et première question, Jean-Marc, à nos invités. Alors nous l'avons compris, après cette première partie, votre raison d'être, c'est l'innovation. Tout à fait. JVF, Joint Venture Factory. Alors j'ai deux questions. Pourquoi se qualifier de factory, qui veut dire fabrique en anglais, qui nous rappelle un petit peu le début de l'ère industrielle. Donc, y a-t-il pas un paradoxe avec l'innovation? Et puis la deuxième question, pourquoi cette consonance anglo-saxonne alors que les startups françaises sont reconnues, vantées par Emmanuel Macron et effectivement reconnues puisqu'il y a bien des grands groupes qui viennent installer leur centre R&D en France. Tout à fait. Alors, une double réponse. La première, effectivement, Joint Venture Factory, c'est pas un hasard qu'on ait mis Factory. Au fond de moi, j'ai la conviction qu'on va réindustrialiser la France via le numérique. C'est-à-dire que globalement, on ne produira plus jamais des produits comme on les a produits il y a 100 ans dans les usines. On a encore beaucoup d'endroits en France, c'est des friches industrielles. Et effectivement, le numérique est en train de relocaliser, redonner vie à ces quartiers-là, et recréer une activité, une dynamique. Et donc, il y avait effectivement cette notion de factory. Et peut-être qu'un jour, nous-mêmes, on reprendra une ancienne usine pour y mettre notre société. C'est quelque chose qui me plairait. Mais avant tout, c'est parce que dans nos activités, on a la conviction de vouloir aider les grands groupes à aller jusqu'à leur permettre de créer eux-mêmes leur propre start-up. Ce qu'on appelle une activité de start-up studio. Donc on l'a fait avec très peu de clients parce que seulement les plus matures peuvent le faire. Et effectivement, c'est une activité qui est nouvelle en France, mais qui existe depuis toujours aux États-Unis. Et on ne se cache pas qu'on copie un petit peu le modèle, on va dire anglo-saxon, américain. Et c'est pour ça qu'effectivement, on a un nom, une terminologie anglaise. Après, on utilise aussi le terme co-entreprise régulièrement, de joint venture. C'est une usine à co-entreprise. Et nous, notre conviction, en fait, c'est que l'open innovation, dont parlent beaucoup de gens, qui est effectivement de collaborer ensemble entre entreprises. Nous, on appelle ça plutôt de l'open business innovation et plutôt de dire on va faire du business ensemble avec plusieurs entreprises et le véhicule pour faire ce business-là, c'est des co-entreprises, des joint ventures qu'on va créer avec eux, quoi. Donc, d'où la raison. Après, on assume complètement d'utiliser tous les anglicismes qui existent, etc. Ça fait partie de notre marque de fabrique, de notre ADN, c'est qu'on vulgarise cet univers et on passe beaucoup de temps à suivre ce qui se passe aussi dans le reste du monde. Et enfin, pour terminer, on a la vocation d'être international un jour. Donc, on voulait directement choisir un nom international. D'accord. Donc pour l'instant, effectivement, vous êtes installé à Toulouse. Exactement. Le siège de la société est basé à Toulouse depuis 2 ans. On a créé la société il y a 2 ans. On a actuellement une petite dizaine de personnes. Donc on a eu quand même une petite croissance depuis la création de la société. On a travaillé avec une vingtaine de grands groupes. Et on est présent à Paris historiquement depuis le début. Alors on n'a pas physiquement un bureau, mais on a des activités régulières sur Paris. Je suis régulièrement en déplacement. Et on a également lancé une agence à Bordeaux au printemps. Et vous connaissez bien l'écosystème régional. On sait que l'Occitanie, c'est une terre de start-up. Il suffit de regarder ce qui s'est passé dernièrement au Consumer Electronics Show à Las Vegas. Il y avait une soixantaine de Tout à fait. C'était la deuxième plus grosse délégation. Même on sait que globalement, c'est ce qu'on dit, l'Occitanie est le deuxième écosystème start-up en France après l'Île-de-France. Ouais. Donc vous connaissez bien la région. Vous êtes au courant de tout ce qui se fait de mieux, de best de l'Occitanie. Exactement. On suit vraiment l'écosystème. On est même intégré dans l'écosystème du fait que nos forces vives sont des ex-start-upers. On est très intégré à l'écosystème start-up et on a même réalisé le mapping de l'écosystème start-up occitan en partenariat avec la région Occitanie et on le met à jour tous les 6 mois. Et je peux vous dire que tous les 6 mois, il y a énormément de nouveautés. Ça bouge énormément. Qu'est-ce qui marche aujourd'hui ? Alors, qu'est-ce qui marche ? Les incubateurs, globalement, ils marchent bien. Ce qu'on disait, les incubateurs qui arrivent sur les premières phases de vie de la start-up, comme on disait. Les accélérateurs qui arrivent sur la phase derrière commencent à arriver aussi en Occitanie et c'est quelque chose de bien parce que ça manquait. Les startups il y avait plus trop de structures pour les accompagner après, on va dire, dans la croissance à l'international et la croissance du business. Donc là, effectivement, les accélérateurs marchent bien et également, comme je vous disais, Nubo, l'incubateur de la région, a toujours très bien fonctionné aussi. On a un écosystème qui est vraiment extrêmement riche et dense. Ouais, tout à fait. Jean-Marc, une autre question. Alors, j'ai lu sur votre site, l'innovation est un processus d'apprentissage. Albert Einstein disait « inventer, c'est penser à côté ». Vous avez dit que vous interveniez surtout pour des grands groupes.
est-ce que finalement, être innovant, c'est pas le résultat d'une aptitude particulière qu'on a ou qu'on n'a pas? Est-ce que ça s'apprend? Ah oui, pour nous, clairement, ça s'apprend. Peut-être Joël pourrait intervenir dessus, mais... Alors, il ne faut pas oublier qu'on a affaire à des inventeurs entrepreneurs. Donc, ils ont besoin de faire connaître ce qu'ils font. Et on a besoin de les accompagner pour que les gens connaissent ce qu'ils font de manière optimale. Alors, ça s'inscrit dans un programme. L'innovation s'inscrit toujours dans un parcours. Il faut savoir que le manager qui gère l'innovation, il a besoin de plusieurs étapes. Il trie d'abord. Après, il a un budget. Il sélectionne ce qui va marcher. Il dit, moi, je vais mettre de l'argent ici, plutôt ici que là. Il prend des décisions. Ce sont des opportunités. Et l'opportunité, quand il y a des opportunités, on prend toujours un risque. Tout ça, ça s'apprend. Ça s'apprend à faire tout. On apprend à faire tout ça. Et surtout que sur un sujet donné, imaginons, je sais pas, le Uber avec ses taxis, etc. Uber, sa plus grande force aujourd'hui, c'est sa connaissance du marché. Il sait ce qui fonctionne et il sait ce qui ne fonctionne pas. Et en soi, même si Uber fonctionne ou pas vraiment aujourd'hui, c'est pas ça le plus grand capital en fait de cette société. C'est plutôt sa connaissance du marché, sa connaissance des attentes des consommateurs, de savoir qu'en Chine, c'est très compliqué, qu'ils ont perdu des milliards et qu'il ne faut pas y retourner, mais que dans d'autres pays, c'est possible. Et effectivement, c'est cet apprentissage-là qui est fait au travers de toutes les étapes de la création d'un projet qu'on appelle apprentissage. N'est-ce pas plus compliqué pour des grands groupes, puisque vous dites que vous intervenez principalement pour des grands groupes, qui sont un petit peu dans un mode ancien de l'économie, donc on n'a pas nécessairement ces profils-là dans les grands groupes. Exactement, c'est pour ça que nous on propose de faire des binômes, c'est ce qu'on propose en général, on dit vous prenez un intrapreneur ou un chargé de projet chez vous et on le met en binôme avec un ex-start-upper qui va amener cette culture-là. Et vous allez explorer, nous on parle d'exploration business, vous allez explorer un business ensemble et vous allez pouvoir justement apprendre sur ce secteur-là. Et souvent quand c'est des activités qui ne sont pas cœur business, effectivement les clients sont très contents de travailler avec nous parce que quand c'est cœur business, quand c'est leur secteur d'activité principal, ils le connaissent très bien, on n'a pas besoin de venir leur expliquer. Mais par contre si on est sur un dispositif digital qui va être un peu en parallèle de leur activité, effectivement, là, il y a besoin d'un accompagnement. C'est là qu'on a besoin des pompiers, en fait. Exactement. Alors, la question est logique, après celle de Jean-Marc, est-ce que vous venez de dire, est-ce que toutes les entreprises aujourd'hui peuvent fonctionner en mode start-up? Est-ce que c'est possible pour tout le monde? Je pense à l'industrie, soit de l'industrie, du service, par exemple. Alors, j'ai l'exemple, on travaille avec l'État, donc on travaille avec le laboratoire de la préfecture, qui a mis en place un laboratoire pour justement innover, et qui fonctionne complètement en mode start-up. Donc j'ai envie de dire, tout le monde peut aujourd'hui vraiment travailler en mode start-up. Après, il faut savoir qu'il y a des règles. Il ne faut pas essayer d'appliquer ça à toute l'entreprise. Moi, je ne suis pas d'accord avec les discours où on dit que tout le monde va devenir une start-up. Il ne faut absolument pas, parce que 9 start-up sur 10 échouent. Donc il faut, ce que nous on a l'habitude de dire, faire continuer à faire fonctionner la machine à cash ou faire fonctionner les rouages traditionnels de l'entreprise de façon à assurer une pérennité dans l'entreprise, payer les salaires de tout le monde, etc. Mais à côté, il faut créer des espaces de liberté, des laboratoires ou des dispositifs qui vont permettre effectivement aux salariés de pouvoir expérimenter, tester des choses et dans lesquels on va avoir des indicateurs au niveau global, pas que juste sur un dispositif mais au niveau de l'ensemble des initiatives, de façon à pouvoir permettre l'échec. C'est un autre sujet, mais en France on a une culture de l'échec qui est complètement absente. C'est toujours très mal vu en France, malgré tout ce qu'on dit, d'échouer dans un grand groupe. Tout à fait, tout à fait. Jean-Marc, une autre question. Alors, quand on regarde quelques entreprises emblématiques qui ont réussi, je pense par exemple, je pense que vous les connaissez, Zappos, Gore, Poult éventuellement. Bon, on voit très souvent qu'elles font preuve d'agilité. Alors, l'agilité, ça sous-entend une vision claire et une volonté indéboulonnable du dirigeant. Ça sous-entend l'esprit d'équipe, la collaboration interne, externe. Ça sous-entend le changement vécu comme une opportunité et non pas comme une menace. Ça sous-entend la responsabilisation et la confiance réciproque. Ça sous-entend le goût du risque. La culture, on peut dire, de l'échec, l'acceptation de l'échec en tout cas. Et des remarques. L'utilisation pertinente des talents, de tous les talents, y compris ceux qui sont cachés. Et puis l'ouverture d'esprit et l'humilité. Tout à fait. Alors tout cela, ça ne se décrète pas. Ça se suscite, ça se cultive, ça se développe au travers, je dirais, d'une cohérence absolue entre la stratégie de l'entreprise,
ses valeurs, son organisation et ses principes de management. Est-ce que c'est ça que vous travaillez avec les entreprises au niveau du conseil ? Alors, nous, on ne vient pas transformer toute l'entreprise. Ça serait trop difficile et ce n'est pas notre objectif. Donc, nous, on va créer des espaces de liberté dans lesquels on va retrouver toutes ces valeurs qui sont une liste assez exhaustive, assez intéressante. Après, avec Joël, venant d'une société qui était un des acteurs leaders mondial de l'agilité, nous, on voit la version technique de l'agilité, de la méthodologie, avec les choses qui sont vraiment définies dans les livres de la Scrum Alliance, etc., enfin, qui sont les bases de l'agilité. Mais effectivement, l'agilité est venue s'enrichir aujourd'hui d'énormément de sujets. Et effectivement, je partage les éléments que vous avez donnés et on essaye, nous, dans les entreprises avec qui on travaille, de créer effectivement des espaces protégés dans lesquels on retrouve ça. Et sachez que l'humilité, c'est quelque chose, effectivement, vous faites bien d'en parler parce que c'est quelque chose qui est extrêmement important dans l'entrepreneuriat. Moi, j'ai vu un rapport direct depuis que j'entreprends entre ceux qui ne sont pas humbles et l'échec. C'est-à-dire que vraiment, il faut avoir conscience qu'on se lance dans une activité et qu'on ne connaît rien, qu'on n'a jamais été entrepreneur pour beaucoup. On est tous souvent primo-entrepreneurs, qu'on a besoin de beaucoup de conseils, qu'on a besoin d'être accompagné, qu'on a besoin des conseils de nos pairs, de beaucoup de monde. Et effectivement, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Ça colle avec l'histoire de l'apprentissage. Pourquoi l'innovation est un apprentissage ? C'est parce que aussi, si on est humble, on admet qu'en fait, on ne connaît rien et qu'on va consacrer du temps à découvrir un domaine. Joël, justement, sur ce sujet. Dans nos valeurs, en fait, on n'avait pas osé afficher l'humilité, mais en fait, c'est quelque chose qui revient. C'est un modèle d'entreprise, en fait, qu'on voudrait mettre en place, qui a des considérations morales et éthiques quand même, et l'humilité fait partie de ces considérations morales et éthiques. Donc c'est vrai qu'on est sur l'accessibilité et la flexibilité, mais on est aussi sur la reconnaissance. Donc tout ça, ce sont des considérations qu'on voudrait véhiculer et qui concernent donc le monde des startups et le monde de l'innovation. Vous êtes entendu lorsque vous utilisez ce mot, reconnaissance, voire peut-être, allons plus loin, bienveillance C'est implicite, quoi. Oui. Non, c'est implicite parce qu'on se connaît tous depuis un bout de temps. Oui, on parle comme ça. Ouais. Hein, on n'avait pas osé afficher l'humilité, mais vraiment, c'était un point qui était... On se connaissait. Pourquoi c'est un mot qui fait peur ? C'est un mot qui effraie ? C'est un mot qui a une connotation un peu... Qui n'est pas technique, quoi. Ouais. Qui n'est pas technologique. On n'a pas de formation humilité. Qui n'est pas dans mais l'innovation n'est pas que technologique. Oui. L'innovation n'est pas que méthodologique, mais nous on apporte vraiment la rigueur méthodologique qui est nécessaire. C'est-à-dire que de croire qu'on peut innover dans un domaine sans rigueur méthodologique, Chérif qui est notre responsable innovation, lui c'est rigueur, travail, et effectivement il explique que sans implication, sans travail, sans méthodologie et sans humilité, on ne peut pas arriver. Alors comment allez-vous répondre à ma question suivante ? Je vais encore donner une citation, c'est celle d'Aristophane qui disait, peut-être vous la connaissez, « Former les hommes, ce n'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu. » Comment JVF allume le feu de l'innovation ? Alors, c'est pour ça que nous avons pris le parti de ne faire que des formations qui sensibilisent, qui vulgarisent. On ne va pas faire des formations pratico-pratiques ou qui sont à destination de développeurs ou tout ça. On commence, nous, et après on accompagne directement sur les projets. On sait qu'au niveau de l'apprentissage des adultes, 5% de ce qu'on apprend est retenu. Hein, on n'a pas la prétention de révolutionner le monde des organismes de formation, mais dans ce qu'on veut mettre en place, on sait que ce qu'on dispense à travers les retours d'expérience qui sont donnés au cours des formations, on retient quelque chose. J'ai assisté un peu à toutes les formations qu'on anime. Moi, j'étais dans un organisme de formation pendant 20 ans. J'ai assisté aussi aux formations qu'on donnait. Nos formations sont beaucoup plus appliquées, beaucoup plus expérimentales. C'est-à-dire qu'on donne beaucoup plus de retours d'expérience. Et ça, c'est ce qu'il faut retenir. Hein. Après, ce qui se passe après, c'est l'accompagnement sur projet qui fait le reste. Je crois que nous sommes un petit peu pris par le temps. Merci à vous. On vous retrouve sur Internet, évidemment. Tout à fait, sur Internet, sur Twitter, partout. Vous nous rappelez l'adresse de votre site jvf.agency. Merci à vous. Merci Jean-Marc Fontaine pour votre intervention précieuse. Merci à vous de nous écouter. Entreprendre@radioprésence.com pour nous joindre.
Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.